puisqu'on sait qu'on ne peut plus y accéder, notre cerveau inconsciemment n'a plus envie d'aller sur ces sites. Et il y a un gain de confort mental qui est phénoménal. Ça fait très longtemps que j'ai envie de traiter le sujet de la productivité sur le podcast. Notamment parce que je trouve que le moment du travail, c'est le moment où les distractions, où le téléphone, où les écrans sont les plus compliqués à gérer. En tout cas, moi, personnellement, c'est là où je vais avoir peut-être le plus de difficultés à ne pas attraper mon téléphone et où je vais avoir tendance le plus à négocier avec moi-même en me disant « Allez, c'est bon, je l'attrape », alors que je m'étais dit que je me concentrerais, etc., etc. Pourtant, toutes mes recherches, tout ce que j'ai pu lire sur l'hyperconnexion m'ont prouvé bien des fois que la concentration, c'est une ressource très importante et très riche pour notre bien-être, pour notre estime de nous-mêmes. Et je sens bien la différence entre un moment où j'ai réussi à me concentrer, à être productive, à avancer dans mon travail et où je ressors super satisfaite de moi-même, et un moment où j'ai procrastiné, où j'ai eu tendance à beaucoup attraper mon téléphone et où je vais ressortir complètement dégoûtée de moi-même, en culpabilité totale, et où je vais avoir tendance du coup à décaler mon travail plus tard parce que je juge que je n'ai pas fait ce que j'avais à faire, et où du coup je vais impacter et déborder sur mon temps personnel, et où du coup, vous voyez la spirale arriver, une spirale qui n'est pas très positive. Et donc, j'avais envie de faire ce bilan, de faire le point avec notre invité du jour, Hubert de Saint-Louvent. Dans cet épisode, vous pourrez comprendre tout ce qui se passe vers la productivité. Vous allez avoir plein d'exemples et d'astuces concrètes pour reprendre en main votre productivité, votre concentration, éloigner les distractions, les écrans et la procrastination le plus possible, que vous allez pouvoir tester, vous approprier et intégrer dans votre quotidien en fonction de vos affinités. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et une bonne concentration dans cette écoute. Donc bonjour Hubert, je suis ravie de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter un petit peu pour nos auditeurs ? Un grand merci pour ton invitation, Lorraine. Ça me fait super plaisir d'être présent sur ton podcast. Donc pour me présenter, donc je m'appelle Hubert de Saint-Louvent, et j'ai monté une formation, un programme pour aider les personnes comme toi et moi à avoir une relation plus saine avec les écrans, vraiment améliorer leur rapport, regagner du temps, de la concentration, de la productivité et même du bien-être. Et ça fonctionne tellement bien que maintenant, je fais la même chose en entreprise, c'est-à-dire que maintenant je le fais pour des dizaines et des centaines de salariés. Et donc je crois, on a déjà un petit peu parlé, mais je trouve que c'est super intéressant de comprendre d'où ça t'est venu cet intérêt. Une petite expérience personnelle qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet en fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour que les auditeurs voient un peu d'où ça vient ? Et je pense que ça va peut-être permettre à beaucoup de gens de s'identifier aussi dans ta situation. Déjà partir d'une base, c'est que moi j'adore les nouvelles technologies. Tu vois, j'ai fait une école de commerce orientée sur les nouvelles technologies. Pendant près de 10 ans, j'ai vendu, tu vois, des solutions de cybersécurité, de cloud. Donc c'est vraiment l'informatique, c'est mon dada. C'est là où je passais pas mal de temps. Et l'élément déclencheur ou perturbateur, ça dépend, c'est le Covid. Un peu comme tout le monde, on s'est retrouvé à passer beaucoup de temps devant les écrans, à ne pas pouvoir sortir de notre maison, à rester confiné chez nous. Et c'est là, moi, où j'ai totalement perdu le contrôle de ma vie digitale. Concrètement, c'est-à-dire que je passais 15 heures, 16 heures par jour, donc en non-stop. Et ça allait tellement loin que bah, j'ai craqué, j'ai explosé en plein vol. Et ça s'est matérialisé, c'est traduit par un burn-out de 6 mois. Et ça a été très violent parce que pendant plus de 3 mois, j'étais incapable de regarder un écran, voire même d'écouter, Ah ouais. ou plutôt, ouais, mais même d'entendre les sonneries de mon portable. C'est-à-dire que ça me crispait, ça me faisait vraiment mal. Et bah, j'ai eu un vide, c'est-à-dire vraiment ce vide, cette absence de technologie où je suis passé voilà, de 15-16 heures par jour à 0 heure. Ça m'a fait prendre conscience euh, par symétrie ou que les écrans prenaient énormément de place dans ma vie, que je m'étais habitué à un niveau de stress phénoménal, que en fait je vivais dans une sorte de brouillard mental qui était devenu mon quotidien. Et ça m'a tellement marqué que j'ai voulu comprendre d'où venait ce problème. Et donc c'est pour ça que j'ai quitté mon travail et que je suis parti en exploration intellectuelle et que j'ai vraiment voulu comprendre comment les écrans impactent le cerveau, comment les écrans impactent les différentes sphères de notre vie, que ce soit, ce sera l'objet de notre discussion, mais la concentration, la productivité, le bien-être, le sommeil, la qualité de nos relations. Et c'est vraiment comme ça que j'ai découvert ce sujet, c'est-à-dire pas forcément une volonté vraiment voulue, mais vraiment, c'est m'est tombé sur le coin de la tête, et ça a été tellement violent, j'ai été obligé
par moi-même parce que je voulais comprendre ce sujet. Et puis, j'ajoute un dernier élément, c'est que quand j'ai compris ou j'ai vu quelques chiffres qui expriment notre rapport aux écrans, que ce soit en France ou à l'étranger, j'ai l'impression qu'on marchait sur la tête. Donc je me suis dit, c'est un sujet qui touche en réalité des millions de personnes. On est souvent incapable ou on a de grosses difficultés à changer la situation et ça fait des années que ça dure. Il y a vraiment un bug dans la matrice. Bah voilà, ça fait maintenant 3 ans que je creuse ce sujet tous les jours. Donc t'es vraiment tombé dans ce sujet par contrainte, par obligation, voilà, t'as pas eu le choix, ça s'est imposé à toi, où t'as fait ce burn-out et ce rejet complet des écrans. C'est fou, j'avais pas réalisé à quel point c'était à ce point-là où c'est passé d'un temps d'écran de quasiment tout ton temps éveillé en fait à zéro quoi. Et effectivement, ça m'étonne pas ce que tu décris, le fait que t'aies ressenti un vide, parce que imaginer, je pense que déjà rien que pour les personnes qui essayent d'imaginer faire 1 heure, 2 heures de moins par jour sur des écrans, c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce que je vais faire? Mais alors quand on doit changer absolument tout son mode de vie, j'imagine que ces heures d'écran, c'était à la fois du personnel et du professionnel, c'était un peu un mélange de tout ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est ce qu'on dit tu sais, depuis le Covid. C'est-à-dire que maintenant, avec le Covid, on emmène la maison au travail, on emmène le travail à la maison. Et en effet, c'est une tendance lourde. C'est-à-dire que les usages pro-perso se sont intimement mélangés. On est sur du mail, ensuite un peu de WhatsApp, ensuite on va sur un Google Doc au travail, on repart sur un petit Messenger et notre vie, ou notre cerveau est le même. Mais pourtant, voilà, il y a cette confusion qui peut s'installer. Et tout s'était brouillé dans ton esprit parce que du coup, un écran, c'était synonyme de tout ce que ça pouvait renfermer derrière, tout le stress du travail, tout l'oppression de devoir répondre à un tel. Ouais, je vois très bien l'idée. Dans ton témoignage, c'est une version un peu renforcée, poussée à l'extrême de ce qu'on a tous plus ou moins en fait en fonction de notre personnalité, de notre usage. On est un peu sur un curseur qu'on va pousser plus ou moins loin avec des usages qui sont contrôlés et pour les plus chanceux d'entre nous et ceux qui ont réussi à se créer un environnement le plus protecteur possible aussi par rapport à tout ça. Et d'un autre côté, on va avoir les personnes qui vont avoir plus de mal à se réguler. J'en fais partie, c'est pour ça que je me suis intéressée au sujet. T'en as fait partie, peut-être maintenant moins. Mais en tout cas, voilà. Et donc, je comprends que tu as eu ce besoin de te renseigner. C'est chouette. Aujourd'hui, ça me permet d'avoir tes lumières. Donc, nous, on va se focaliser aujourd'hui plutôt sur le sujet productivité, travail. Il y a tout un tas de situations dans lesquelles on est confronté à travailler avec les écrans. Et pour autant, comme je le disais dans l'intro de l'épisode, on a à la fois les outils qui sont merveilleux et qui nous aident dans notre productivité, mais toutes les tentations. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut profiter de ces outils et éviter de procrastiner? En tout cas, la première idée qui me viendrait, c'est en effet de pouvoir arriver à séparer le pro du perso. Je sais que les usages sont intimement liés maintenant, en tout cas nos usages, mais pour vraiment arriver à être efficace lorsqu'on est au travail, il faut pouvoir séparer les deux. Pourquoi c'est important? Parce que nos environnements professionnels se sont accélérés, où on a un besoin d'être disponible les uns pour les autres. On utilise de plus en plus d'outils collaboratifs. Et puis depuis le Covid, plus de Slack, plus de Teams, plus de visio, parce que aussi plus de télétravail. Et donc la charge informationnelle ou le nombre de stimulations, de distractions, ne serait-ce que dans le cadre du travail, est tellement importante qu'il faut, autant que faire se peut, réduire cette part de la sphère personnelle lorsqu'on est au travail. Donc, vraiment, moi, les bonnes choses, les bonnes recommandations que je donne, c'est de pouvoir mettre son téléphone voilà, en mode avion ou mode concentration, ou ranger dans son sac ou éloigné, et de pouvoir le consulter ensuite à certains moments de la journée. Voilà, après, libre à chacun de trouver le rythme qui lui convient. Ça peut être une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir. Ça peut être à chaque pause, donc je sais pas, une fois toutes les heures, une fois toutes les heures et demie. Mais vraiment de pouvoir assainir son espace de travail, en tout cas sa charge mentale, parce que c'est déjà tellement, tellement contraignant que c'est un premier point très important. Je sais que parfois ça peut être compliqué pour les parents. Moi, je suis devenu papa il y a quelques semaines, et on a envie d'avoir le portable à côté parce qu'il y a la crèche, on peut appeler pour le petit. Mais s'il y a certains moments qui sont considérés comme importants, il faut pouvoir les sacraliser et vraiment couper toutes les distractions. Le premier point, voilà, c'est vraiment pouvoir séparer usage pro, usage perso pour être vraiment productif lorsqu'on est au travail. Le deuxième grand sujet que j'aimerais ouvrir, c'est comment concilier une concentration profonde qui permet d'être efficace dans son travail et le fait d'être joignable, disponible pour ses collègues.
En réalité, il faut surtout pas couper toutes les notifications ou tous les outils, il faut pouvoir rester joignable. En fait, il faut prendre de la hauteur et se poser la question sur les sujets, les priorités qui sont importants. Et ensuite, une fois qu'on a identifié justement ces projets pour lesquels on est attendu, en tout cas on produit de la valeur, les sacraliser, couper toutes les distractions et rentrer dans le terme de deep work, concentration profonde. Et ensuite, pour le reste de la journée, là, on peut rester plus joignable, plus disponible. Et en fait, c'est de pouvoir jongler entre ces deux types de présence, c'est-à-dire vraiment des moments où on est en totale concentration et la distraction n'a aucune place, aucune possibilité, et vraiment un mode plus classique où on va rester joignable, où voilà, on peut traiter de façon un petit peu plus récurrente ou permissive ces emails ou des messages ou du Slack. Et c'est vraiment de pouvoir séparer les deux. Et c'est vraiment à chacun en fonction de son métier. Parce qu'un commercial ne travaille pas comme un ingénieur qui ne travaille pas comme un comptable. Et même par rapport à ces enjeux, c'est-à-dire que un commercial, parce que moi j'ai été commercial pendant 10 ans, un commercial en début d'année qui doit faire énormément de prospection ne va pas avoir un même rapport à la technologie, aux distractions que sur une fin de trimestre ou une fin d'année. Et donc c'est à chacun de partir de ses objectifs, de ce qu'il doit réaliser, et ensuite d'adapter sa relation à la technologie par rapport à ses objectifs. Et lorsqu'on parlait de concentration profonde, donc de moments où on est imperturbable parce qu'on a mis en place des mesures précises, et ben ça dépend de chacun. Ça peut être 1 heure par jour, ça peut être 2 heures par jour, ça peut être à contrario peut-être juste 2 heures par semaine ou une demi-journée. Voilà, c'est vraiment à chacun de trouver la formule qui lui convient par rapport à son travail, ses objectifs du moment. Une chose principale qui se distingue de tes deux premiers points, je trouve, c'est intéressant, c'est que dans tous les cas, que ce soit pour séparer pro et perso, ou que ce soit pour séparer moments de concentration intense, imperturbable, où on se laisse pas déconcentrer, on se laisse pas distraire, on se laisse pas déranger, et moments où on est plus ouvert aux interruptions, au dialogue, aux petites tâches, etc. C'est que il faut structurer en fait, il faut structurer des temps dédiés aux choses, j'ai l'impression, pour pouvoir être vraiment concentré, être vraiment dans les objectifs dans ces temps-là. C'est-à-dire, je me définis un objectif qui soit d'être sur mon temps perso, de profiter de me détendre, de profiter de ma famille, de profiter de mes proches, etc. Ou de me faire plaisir et de faire des choses pour moi. Ou alors, je suis sur un temps de travail. Et dans ce temps de travail, est-ce que je suis dans un temps où j'ai besoin de tâches de fond ou est-ce que et la technologie, en fait, n'est qu'un paramètre à adapter dans ces conditions. Soit je l'éloigne, soit je la rapproche, soit je coupe des notifs et je préviens que je serai pas disponible, quitte à mettre une fausse réunion dans mon planning, peut-être. Il y a des techniques à utiliser, mais à se programmer du temps de concentration, peut-être récurrent, etc. Je trouve ça intéressant de voir qu'en fait, déjà, il faut comprendre ces mécanismes, comprendre ces temps-là, et ensuite, c'est plutôt une question de se structurer. C'est comme ça que tu vois les choses? C'est ce genre de conseils que tu peux donner en coaching? Ah oui, tout à fait. Et alors, on l'a pas vu tout de suite, mais j'aimerais donner un élément plus théorique ou en tout cas plus scientifique qui permet d'éclairer tout ce qu'on vient de se dire. C'est l'impact de la technologie sur notre concentration et sur nos performances. Il y a une expérience qui a été réalisée il y a quelques années, c'était fin des années 2010, auprès, ça rassemblait plus de 1000 personnes, et on les a divisés en 3 groupes. Alors, en fait, on leur demandait de réaliser un test. Donc, premier groupe, premier tiers, ils avaient un téléphone avec eux. On leur a demandé de le mettre en mode avion, mais de le poser sur la table. Très bien, ils ont complété le test. Pour le deuxième groupe, on leur a demandé cette fois, toujours de mettre le portable en mode avion, mais de le ranger dans le sac. Et pour le troisième groupe, on leur a demandé, avant qu'ils complètent et qu'ils réalisent ce test, de mettre le téléphone en mode avion, mais de le mettre dans la pièce à côté, et puis ensuite de pouvoir s'asseoir et de commencer à compléter, en tout cas à réaliser le test. Et il y a 2 faits majeurs qui sont ressortis de ce test, de cette expérience. La première, c'est que les résultats au test, et donc en vulgarisant la productivité, a augmenté de 10% entre la première et la deuxième situation. Ça, on pouvait s'y attendre, on se doute naturellement que si on met le téléphone en dehors du champ visuel,
évidemment, on est plus concentré, on arrive à être plus efficace au travail. Mais ce qui est infiniment plus marquant, en fait, c'est qu'entre la deuxième situation et la troisième situation, les résultats ont encore augmenté de 10%. C'est-à-dire que même si le téléphone n'est pas visible, en tout cas qu'on l'a mis dans le sac, le fait de l'avoir mis dans la pièce à côté augmente encore les résultats. Et pourquoi j'ai pris vraiment du temps pour expliquer tout cela, c'est parce que les scientifiques ont découvert que ce ne sont pas simplement les stimuli explicites, un appel, une notif qui viennent nous déranger, c'est vraiment la présence de l'outil, en tout cas à disposition, à portée de main, qui viennent mobiliser notre intention. En fait, ce qui se passe, c'est que notre cerveau lutte inconsciemment contre l'envie de se saisir de l'objet. Et ça vient affecter, ça vient gréver notre concentration, notre productivité. Et c'est pour ça que c'est très important de comprendre ça, parce que lorsqu'on doit travailler sur un sujet important qui nécessite l'entièreté de nos compétences, nos facultés cérébrales, il faut pouvoir se créer un espace où la distraction n'a vraiment aucune porte. Et donc c'est pour ça que moi ce que je préconise, c'est vraiment de pouvoir mettre le téléphone justement dans une pièce à côté, où on travaille sur un dossier, il est stratégique, et pendant 45 minutes, une heure et demie, on n'a pas à être dérangé. Et on peut justement le signifier dans son agenda pour que les autres puissent le voir en disant je ne suis pas disponible, et pouvoir même aller plus loin si on travaille, en tout cas l'entreprise le permet, de pouvoir travailler dans une salle où on sait qu'on n'est pas dérangé. La capacité à être concentré, à couper toutes ces distractions est une faculté fondamentale vraiment pour tirer le meilleur de ses capacités et produire un travail à très forte valeur ajoutée. C'est la thèse que défend Cal Newport dans Deep Work, et elle est fondamentale parce qu'elle a vraiment renversé la table sur le regard qu'on portait sur la concentration et sur le lien entre concentration, productivité, et vraiment la place de la concentration dans un monde où la distraction est devenue la norme. Ça fait écho à quelque chose qu'on redit régulièrement dans le podcast, mais qu'il est important de rappeler épisode après épisode, c'est que de toute façon, c'est pas qu'une question de volonté, loin de là. C'est une question de s'adapter et d'adapter son environnement pour ne pas être tenté. Et là, l'expérience dont tu parles le prouve bien. C'est-à-dire qu'on a beau faire l'effort déjà de couper toutes ces notifications, de le mettre en mode avion et de le cacher de son regard, c'est encore trop fort. Donc s'il n'y a pas cet effort supplémentaire d'adapter son environnement, de l'éloigner physiquement, de changer de pièce, de se mettre dans un bureau où on va être tranquille, etc. Effectivement, on aura beau avoir la meilleure motivation du monde, avoir très envie d'avancer sur ce projet, on aura toujours quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dira « Et si jamais t'allais regarder tel réseau, si tu avais, ou si t'avais un nouveau mail, on sait jamais, ou si tout à coup quelque chose de fou s'est passé, alors que très souvent, je dirais la plupart du temps, rien ne s'est passé ou rien qui ne pourrait attendre. Donc effectivement c'est très important de le rappeler, c'est des bons exemples, et donc effectivement ça se passe à plusieurs niveaux en fonction de la concentration qu'on veut avoir. Déjà couper la plupart des notifications non essentielles, c'est déjà la base et c'est très important, mais si on veut vraiment se concentrer comme tu le dis, là il faut utiliser les grands moyens et l'éloigner le plus possible, aussi pour créer de la friction, c'est un terme dont je parle aussi régulièrement, pour que ce soit de plus en plus difficile d'y avoir accès. Déjà, si quand on pense à se distraire, on doit se lever, aller le chercher quelque part, etc., c'est très différent de juste tendre le bras pour aller l'attraper, même si on l'a pas devant les yeux. Tout à fait, tout à fait. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que tu as parlé de volonté, je pense que c'est important. La volonté est une ressource limitée. On en dispose d'un stock durant la journée, et au fil de nos actions, elle diminue. C'est pour ça que souvent, en tout cas, plus la journée avance, plus notre stock de volonté diminue, et plus il est difficile de résister à l'attrait quasi magnétique des écrans. Et c'est pour ça que les dérapages arrivent souvent en fin de journée, en tout cas qu'on a plus de difficultés à se contrôler et à garder un usage, un comportement aligné avec ce qu'on a vraiment envie de faire. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir, en tout cas autant que faire se peut, prendre des dispositions, qu'elles soient matérielles, physiques ou technologiques, pour se faciliter la tâche et préserver notre volonté, qui est vraiment une ressource limitée et dont on a besoin évidemment aussi pour réfléchir, prendre de bonnes décisions. Tout à fait. Et tant qu'on est un petit peu dans cette adaptation matérielle, tu nous parlais d'outils, de petites applications. Est-ce que tu peux en citer quelques-unes qui sont des bloqueurs en fait pour s'aider à ne pas céder à la tentation justement ?
Bien sûr. Pour le monde professionnel, celle que je recommande et que j'utilise à titre personnel s'appelle Inbox When Ready. Donc c'est un outil pour ceux qui utilisent Gmail. Comment ça fonctionne? Parce qu'en moyenne, hein, les chiffres sont assez importants. On consulte voilà, à peu près 60 fois sa boîte mail par jour. Cet outil, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, par défaut, il va cacher la boîte de réception, la partie inbox. Et donc, on doit cliquer pour voir ces messages. Mais surtout, on définit le nombre de fois dont on a besoin de consulter sa boîte mail. Par exemple, moi, je l'ai dit que c'était 4 fois. Donc voilà, 2 fois le matin, 2 fois l'après-midi. Et si jamais je dépasse ce nombre que j'ai défini, ce quota, eh ben, je vais avoir un petit délai d'attente. C'est-à-dire que je vais devoir attendre 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, c'est paramétrable. Et c'est très très bien. Pourquoi? Parce que on vient, et tu l'as très bien dit, c'est le maître mot, rajouter un peu de friction dans nos usages. L'idée, c'est surtout pas de bloquer, de brider, de mettre une durée spécifique à tel moment, etc. C'est un peu trop complexe. Il faut mettre de la souplesse dans ce rapport qu'on a à la technologie, en l'occurrence par rapport au mail. Et donc, simplement définir un quota de nombre de consultations. Et si jamais on vient le dépasser, et ben là, on doit patienter quelques secondes. Et c'est très bien parce que ça permet d'éviter voilà, vraiment les gros dérapages. Et en tout cas, les personnes que j'accompagne, elles divisent leur nombre de consultations par mail voilà, par 5, par 6, et c'est un rapport beaucoup plus sain parce qu'elles vont prendre des moments spécifiques dans leur journée pour consulter ces emails. Et là, elles sont pleinement focus, elles sont plus efficaces dans le traitement des emails. Et ensuite, sur le reste de la journée, eh ben, elles sont pleinement présentes sur les dossiers qu'elles traitent. Et donc, c'est une clarté mentale et une efficacité qui est très importante. Voilà, premier outil, Inbox Run Ready, qui est gratuit d'ailleurs. Il y a un deuxième outil que je pourrais spontanément dire, même s'il y en a plein d'autres, mais ce sont les bloqueurs. Alors, il y en a plusieurs, hein. Moi, j'utilise Freedom. Il y en a d'autres qui sont gratuits, comme Cold Turkey. Mais ce que j'aime bien avec Freedom, c'est qu'on vient bloquer des sites et des applications sur des créneaux définis, sur les devices qu'on souhaite. Donc je donne un exemple. Moi, à titre personnel, moi je suis un grand fan de foot, de l'Olympique Lyonnais et de géopolitique. Donc moi, mon péché mignon, c'est de regarder les articles de foot et de regarder des sites d'actualité pour comprendre comment avance le monde. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Et ben en fait, voilà, l'équipe, Le Monde, Le Figaro, et j'ai mis beaucoup de sites dedans. Je vais les bloquer sur mes horaires de travail. Donc 9h midi, 13h30, 18h30. Comme ça, je peux pas y accéder. Je n'ai pas la possibilité d'y aller. Et donc, c'est ce qu'on se disait par rapport à ce téléphone qu'on vient mettre dans la pièce d'à côté. C'est pas simplement qu'on ne peut pas y accéder et que du coup, on doit revenir au travail. C'est que, puisqu'on sait qu'on ne peut plus y accéder, notre cerveau inconsciemment n'a plus envie d'aller sur ces sites. Et il y a un gain de confort mental qui est phénoménal. Et moi, j'ai poussé un petit peu plus loin, où je viens rebloquer à partir de 21h30 jusqu'au lendemain matin, justement, pour éviter d'être tenté le soir, où bah voilà, après une bonne journée de travail, on est fatigué, on a envie voilà, de se vider le cerveau. Et encore une fois, si j'ai un... C'est pour ça que je parlais de multi-device, parce que, évidemment, ce travail, moi, je vais le réaliser sur mon ordinateur, mais je pourrais avoir la tentation, justement, d'aller sur les écrans, en tout cas sur ces sites de foot d'actualité sur mon téléphone, que ce soit pendant le travail ou le soir à 21h. Et donc là, hop, ça vient se bloquer, je peux plus y accéder. Donc c'est ça aussi, ça change vraiment, vraiment la vie. Et donc, encore une fois, il n'y a pas de règle absolue. Tout dépend de son profil, de son travail, de nos petits péchés mignons, et ensuite de trouver des outils, trouver une forme d'équilibre pour tirer le meilleur de ses capacités lorsqu'on est au travail en termes de productivité et de concentration, mais également de divertissement lorsqu'on est dans son cadre personnel, chez soi, ou sur la pause de midi. Mais du coup, j'imagine que ton cerveau doit avoir très envie de consulter les articles à 18h30 pile ou 19h. Est-ce que t'as pas un petit ampoule qui se réveille et qui se dit c'est l'heure? En l'occurrence, pas forcément, c'est un petit peu plus tard, c'est-à-dire plus après le repas, en mode 21h, quelque chose comme ça.
Mais j'ai trouvé, moi, une parade. Encore une fois, c'est au gré de mes recherches. C'est la marche. Parce que marcher, idéalement 15 minutes, mais voilà, entre 10 et 20 minutes, c'est très bien aussi. Sans technologie, c'est un super moyen, en fait, pour restaurer l'attention, faire descendre la pression, regagner une clarté mentale, faire, voilà, vraiment diminuer la pression. Et je sais que bon, voilà, j'ai vécu 10 ans à Paris. Moi, j'avais horreur de marcher. C'était une perte de temps. C'était une telle perte de temps que je marchais dans les rues à Paris avec mon bouquin dans les mains parce que je voulais pas perdre de temps. Donc, pour moi, la marche, c'était quelque chose qui me hérissait les poils. Et voilà, j'ai vraiment découvert comment la marche peut vraiment nous faire du bien, de façon également effet de bord, nous rendre plus concentrés, plus productifs. Bah, je l'ai vraiment intégré dans mon quotidien. C'est-à-dire que dès que je peux, en fait, je vais aller marcher 5 minutes, 10 minutes dehors. Donc tu vois, je prends un peu de hauteur par rapport à ce que tu viens de me dire, mais en fait, dès que je vais faire une pause, hop, tu vois, à 10 heures, je vais aller dehors. Dès que j'ai fini de manger, je vais aller marcher 10 minutes. Ma pause, l'après-midi, la même chose. Et donc, quand je finis mon boulot, pareil, je vais aller marcher. Et quand je suis chez moi en télétravail, et ben en fait, je vais faire un petit tour de pâté de maison, je vais me balader pour justement ne pas être tenté. Je vais prendre une autre analogie qui peut parler à certains, parce que je crois que 30% des Français sont fumeurs, mais on peut souvent avoir parce que c'est le même mécanisme au niveau de la dopamine, on peut avoir des grandes bouffées, des grandes montées, et ben on peut très bien se dire, voilà, je peux aller fumer, mais juste déjà, balade-toi et dans 10 minutes, vois ce qu'il en est. Et souvent, en fait, tension, la pression redescend et le fait de s'être mis en mouvement, le fait d'avoir pu admirer un paysage, si on a la chance d'habiter à la campagne ou même en ville, on peut avoir des choses très sympathiques à voir. Cette montée de dopamine et cette impulsion, en fait, est redescendue. Donc voilà. C'est vrai que t'as vraiment cet effet d'un coup ça devient pressant, t'as besoin d'aller checker ton truc, tu sais même pas exactement ce que tu cherches, ce que t'attends, mais tu sens que t'as besoin d'un shot de quelque chose, quoi. Et effectivement, bah quand ça arrive, t'es rarement satisfait. Au contraire, t'es plutôt souvent, pour ma part, mais pour beaucoup de témoignages que j'ai eu aussi, tu culpabilises ou tu t'en veux ou c'est pas vraiment ce que tu voulais faire ou tu te rends compte que bah t'avais d'autres choses que t'aurais aimé faire avant, etc. Et là, du coup, c'est vraiment intéressant effectivement que t'aies rebondi sur la marche par rapport à ma petite question un peu que je voulais un peu rigolote parce que pour moi c'était un peu ce truc, ok, tu bloques tout le temps pendant le travail, t'arrives à être productif au travail, super, mais est-ce que ça se reporte pas plus tard? Mais en fait, avec ce sas, t'arrives à remettre de l'équilibre assez généralement sur ta journée, j'ai l'impression, et à te dire plus concrètement, ok, les shots, je prends du recul avec, et quand est-ce que je veux vraiment consulter des choses, aller me détendre, consulter du divertissement, etc., quoi. Et lorsqu'on finit sa journée de travail et qu'on est chez nous, donc voilà, on vient de terminer, on quitte notre salon ou la chambre ou la pièce qui est dédiée, et là, on se retrouve tout de suite chez nous. Ah, et ben forcément, on a le portable, et quand bien même on n'a pas forcément envie d'avoir le portable, il y a, je sais pas, on a encore le cerveau qui pétille avec tous les dossiers. On a essayé peut-être de clôturer assez rapidement pour être à temps et finir à l'heure. Et ben vraiment de pouvoir prendre l'air, de pouvoir aller marcher, pas juste ouvrir la fenêtre et voir, mais vraiment marcher. L'acte de marcher a vraiment une capacité restaurative ou de restauration très importante. Voilà. C'est super. Et pour ceux qui auraient plus de mal à se dire qui vont aller marcher, etc., pour qui c'est un peu difficile de se dire, peut-être que ça peut être l'idée de se programmer une petite activité ou quelque chose, que ce soit peut-être le moment de faire son sport ou même un peu de lecture déjà, quelque chose peut-être qui est plus tentant que la marche si vous n'êtes pas familier à ça, même si je conseille évidemment la marche et que effectivement c'est très efficace. Mais voilà, déjà se dire, ok, peut-être que mon sas, je peux le matérialiser par quelque chose aussi de plus concret pour éviter de passer de mon ordi, ma session de travail à ma session de perso, de mon bureau à mon canapé. Il y a peut-être un sas un peu plus physique à faire, effectivement, et idéalement même, complètement déconnecté pour prendre du recul, ok, finir de laisser le cerveau retomber un petit peu de la situation très stimulé dans laquelle il était, peut-être cuisiner, se faire un thé, voilà, plein de choses possibles, ce qui vous fait plaisir dans votre quotidien pour faire un petit sas à vous, quoi. Et effectivement, marcher peut être une bonne idée, surtout avec les beaux jours qui arrivent, d'aller faire un petit tour dehors, ça peut vraiment être
un bon moyen de transitionner de la journée de boulot à la journée perso, quoi, complètement. C'est exactement ça. Moi, je dis toujours, en fait, et si vous voulez faire quelque chose, parce que l'ennui n'est pas forcément simple, lorsqu'on vient de terminer sa journée, on a envie de relâcher vraiment la pression, et mettre de l'ennui à ce moment-là, c'est plus compliqué. Moi, j'invite les gens à planifier l'ennui, si on peut le faire plus en deuxième partie de soirée ou le week-end, où l'horloge, on la met de côté, justement, on n'est pas préoccupé par ça, mais d'avoir des tâches vraiment à faible intensité cognitive, j'ai vraiment des tâches toutes simples, faire de la cuisine, on utilise ses mains, on met le cerveau de côté, de pouvoir papoter avec son copain, un coloc, ou que sais-je, de pouvoir faire un peu de sport, un petit peu de genre de la peinture, ce que vous voulez, mais il y a, je vois une vraie joie lorsque les gens se remettent à des activités plus manuelles sans avoir besoin de réfléchir, mais de se réancrer dans le réel. Et on retrouve en fait son âme d'enfant, on utilise vraiment toute sa corporalité, pardon, et ça fait énormément de bien. Et ce qui est magique, en tout cas ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que c'est pas de la théorie, c'est pas des grands mots, c'est juste que on essaye et très souvent ça nous parle, ça nous fait énormément de bien. Et c'est ça le vrai moteur, c'est qu'en fait les gens continuent parce qu'ils voient dans leur chair que ça leur procure beaucoup de plaisir, beaucoup de diminution de leur charge mentale et qu'ils le réintroduisent euh, tranquillement dans leur quotidien. Hmm. Ton exemple ne peut que le montrer, puisque du coup, t'es passé d'un quotidien très très hyper connecté à quelque chose de beaucoup plus diversifié. Et maintenant, j'imagine que pour rien au monde, tu retournerais au quotidien que t'avais avant ton burn-out pendant le Covid. Ah non, non, c'était compliqué. Non, non, après voilà, libre à chacun de trouver, tu l'as Bien très bien sûr, dit, de placer le curseur là où le c'est, parce qu'on n'a pas tous aussi la même sensibilité à cette charge informationnelle, parce que bien c'est sûr. quasiment un salarié sur deux qui estime que être victime de surcharge informationnelle, ça vient impacter son bien-être. Mais voilà, si on se sent fatigué en fin de journée, bah, voilà, ne pas hésiter à faire évoluer son rapport, mettre davantage de pauses, réduire justement cette omniprésence ou cette surprésence, sursollicitation des outils perso dans la vie pro. Et puis, on l'a pas vu, mais il y a plein d'autres actions à mettre en place par rapport à la concentration et la productivité. Super. Donc là, ce qu'on est en train de dire déjà en disant tout ça, c'est que mine de rien, pour la productivité, la concentration, les moments de pause et de coupure sont aussi importants, de se préserver aussi sur son temps perso, sur ses pauses, avoir des vraies pauses déconnectées où on va aller marcher, regarder au loin, etc. Penser à autre chose. Première, par rapport à l'impact des écrans sur les pauses, pareil, une étude avec un petit peu plus d'un petit millier de personnes en Corée du Sud, où on a mesuré l'impact justement de la consultation du téléphone pendant les pauses. Et on a remarqué que ça affectait la productivité, encore une fois, de 20%. Et cet impact est caché parce qu'en fait, lorsqu'on vient de travailler, justement, il y a de la tension, une certaine charge, et on va retrouver ce réconfort. En tout cas, on vient alléger cette pression en allant consulter son téléphone, en allant scroller sur les réseaux ou que sais-je. Donc oui, il y a de la dopamine qui est produite et donc une diminution du stress. Mais le problème, c'est on n'offre pas à notre cerveau un espace où il n'y a pas de sollicitation et on vient vraiment la restaurer. Et malheureusement, consulter son téléphone pendant les pauses a un impact significatif sur la productivité. Donc, petit conseil que je peux donner, c'est de pouvoir scinder les pauses en deux. Pas forcément donner une durée précise, mais au moins le scinder en deux. C'est-à-dire, si vous prenez par exemple une pause de 10 minutes, en effet, c'est souvent le moment pour traiter ces messages, puisque ce que je préconise, c'est de ne pas consulter ces messages pendant qu'on est en train de travailler sur un dossier. Donc, factuellement, ça pourrait donner, vous avez votre pause de 10 minutes, vous pouvez consulter vos messages pendant 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, vous pouvez même monter à 8 minutes si vous voulez, mais simplement, prenez un petit moment où vous n'avez pas votre portable avec vous, où vous le laissez, euh, vous le mettez justement dans le tiroir et vous allez vous servir un café, vous allez ouvrir la fenêtre, peu importe, mais s'offrir un moment où on n'a pas le portable avec nous, c'est une vraie soupape justement pour relâcher la pression parce que le portable n'est plus disponible, on le sait, le cerveau le comprend inconsciemment, et ça permet vraiment de restaurer notre attention. Donc voilà, très important de se prendre un moment dans sa pause
où le portable n'est pas avec nous. Ensuite, je t'ai parlé de l'outil, un dernier, parce que l'outil n'est pas une fin en soi, hein, c'est quelle est la finalité qu'on met derrière, mais ce sont des garde-fous qui permettent justement de protéger notre volonté, qui est une ressource limitée. Moi, j'appelle ça des ralentisseurs cérébraux, donc comme OneSec ou ClearSpace. Qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des outils qui vont vous imposer un délai de quelques secondes avant d'accéder au site ou au contenu en question. Par exemple, si votre péché mignon c'est Instagram ou c'est LinkedIn, en l'occurrence c'est pour moi, pour le monde professionnel, et ben un petit peu comme Inbox OneReady en fait, ça va vous demander de patienter quelques secondes. Encore une fois, c'est paramétrable. Et vous allez pouvoir également définir le temps que vous voulez passer sur le site. Par exemple, moi j'ai mis ClearSpace pour LinkedIn. Donc lorsque je clique sur LinkedIn, donc sur mon portable, il va me demander d'inspirer, d'expirer, et ensuite il me dit, voilà, tu veux y passer combien de temps? Et donc j'ai le choix entre 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Encore une fois, c'est paramétrable. L'idée, c'est surtout pas de bloquer et d'avoir un paramétrage fin par rapport à des horaires qui peuvent être un peu trop contraignants, mais de rajouter un peu de friction et de remettre de l'intentionnalité dans l'usage pour être certain que lorsqu'on s'engage dans une activité digitale, on est certain de la valeur qu'on va en tirer. Ouais, prendre le temps de remettre une intention derrière cette consultation en fait d'un service numérique et un temps dédié, quoi. Je vais parler ensuite d'autres recommandations. Je vais en donner un peu moins d'une petite dizaine, je vais en donner 6-7. Et l'idée, c'est peut-être de creuser celles qui vont intéresser ton public, puisque tu le connais bien. Mais la première chose à faire, c'est vraiment de pouvoir réduire les stimuli externes. Et quand je parle de stimuli externes, ça va être, en l'occurrence, de pouvoir travailler dans un endroit calme. Donc c'est important, on l'a vu, mais si on peut travailler lorsqu'on est au bureau dans une pièce dédiée, lorsqu'on est chez soi en télétravail, de pouvoir avoir une pièce, c'est vraiment l'idéal, parce que lorsqu'il y a du bruit, lorsqu'il y a des sollicitations, c'est beaucoup plus compliqué d'être concentré et donc d'être productif. On avait dit couper les stimulations ou les sollicitations externes, et ben voilà. Le téléphone, c'est de pouvoir le mettre en mode avion, le mettre en mode concentration, idéalement dans la pièce à côté. Et pour le téléphone, c'est la même chose, de pouvoir désactiver la réception, en tout cas les notifications pour la partie mail. Et on l'a vu, si besoin, d'activer des bloqueurs pour s'empêcher d'aller sur certains contenus lorsqu'on travaille. Deuxième grand sujet, justement, c'est de comment on vient améliorer sa capacité de concentration. C'est avec le son. Alors, soit on peut trouver des sons sur Internet, voilà, des bruits blancs, un cours d'eau, un orage, la rivière ou que sais-je. Il existe également des sites qui vont produire des sons, des bandes sonores qui viennent favoriser la concentration. Spontanément, il y a 2 outils moi, que je recommande qui sont Brain FM et Endel, et voir si ça leur parle. Encore une fois, on n'est pas obligé de tout prendre, mais c'est un éventail de solutions qui existent, et à chacun de faire son marché, de s'approprier ce qui lui parle et ce qui fonctionne pour lui. Exactement, c'est un peu aussi le principe que je rappelle régulièrement dans le podcast. On est tous différents, on n'a pas les mêmes faiblesses, les mêmes forces, les mêmes astuces qui vont fonctionner sur nous. Donc c'est intéressant que t'en donnes plein, que chacun voit ce qui lui parle, et peut-être qu'à un moment tu vas en tester, qu'il y en a qui vont bien marcher sur toi, plus au bout d'un moment, et tu vas vouloir en tester d'autres. Effectivement, moi, par exemple, il y a un moment où j'écoutais énormément de bruit. C'était Noisely que j'utilisais. Le bruit de train, ça fonctionnait super bien sur moi. Pareil. J'étais super productive dans les trains, je sais pas pourquoi, mais ça c'est vrai que j'invite les gens à essayer ce genre d'astuces, quoi. Donc on va écouter les autres que tu as proposés, mais effectivement, ça coûte pas grand-chose d'essayer ces astuces, de voir si ça fonctionne sur soi, et puis ouais, rien que des fois le changement, essayer des choses différentes dans son environnement de travail, ça va nous mettre dans un autre contexte, dans un autre état d'esprit. Donc complètement. Donc vas-y, je t'en prie si t'as d'autres petites idées qui viennent en tête. Et puis voilà, chacun prend ce qui l'intéresse effectivement. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, je le dis à ce moment-là, ne pas également hésiter à changer d'environnement.
C'est une technique que j'ai piquée justement à J.K. Rowling. J'ai découvert cette astuce dans Deep Work. Changer d'environnement, voire même de travailler dans un environnement, je dirais pas forcément de prestige, mais où on se sent vraiment concerné, ça peut mobiliser la concentration. En fait, elle allait dans des hôtels, dans des lobbies. Tu vois, elle payait le café un petit peu cher, mais je sais pas, elle se sentait comme importante et elle était vraiment efficace. Et moi, ce que je fais, voilà, lorsque j'ai besoin vraiment de rédiger des posts LinkedIn qui demandent une vraie concentration et que j'ai un peu de mal, j'hésite pas à aller ailleurs. Je sais que j'ai 1 heure top chrono que je dois repartir parce qu'il faut prendre en compte le temps de trajet. Et voilà, il y a une sorte de momentum qui se crée. Et encore une fois, pas forcément le faire tout le temps, mais si on a quelques difficultés, ne pas hésiter à le faire. Autre point très important, 3e point ou 4e point, la chronobiologie. La respecter. Bah oui, parce que normalement, lorsqu'on se lève le matin, notre stock de volonté est à son maximum. Et c'est là où c'est plus simple de se concentrer, de résister justement à la tentation, d'être focus à 100% sur son sujet. Beaucoup plus que après le repas à 14h, 15h ou à 17h, 18h lorsqu'on finit sa journée. On peut y arriver, mais si on veut se donner toutes les chances d'être concentré et productif, c'est mieux de le faire le matin. Ensuite, la planification. Ça aussi, c'est très important et tout le monde ne le fait pas forcément. De passer d'une simple liste qui est déjà très bien de tâches qu'on peut faire à la pondération par le temps. C'est-à-dire que ces tâches qu'on doit faire, les projeter dans son agenda et de voir concrètement ce que ça donne. Et très souvent, les gens réalisent que leur agenda n'est pas extensible et tout ce que vous avez prévu, ils n'arrivent pas forcément à l'intégrer. Donc on doit prioriser et surtout, on intègre ces éléments de manière plutôt cohérente dans son agenda, évidemment tout en laissant de la flexibilité, c'est-à-dire qu'il faut laisser au minimum 20% de son temps libre. C'est-à-dire que moi, je dis toujours aux gens, gardez au moins 2 heures dans lesquelles il y a rien parce qu'il y a de l'imprévu, il y a un rendez-vous qui vient de se greffer, il y a un dossier plus important qui vient d'apparaître. Mais de vraiment préparer idéalement vos semaines à l'avance. Si c'est un peu trop lourd pour vous, au moins vos journées. Alors soit on le fait le soir, moi je fais plutôt le matin quand je commence ma journée. Mais préparer sa journée est très important. Pourquoi ? Parce que on vient vraiment prendre en compte la réalité de tout ce qu'on doit faire, on vient mettre une priorité, une pondération, et surtout, ça permet d'être extrêmement concentré, en tout cas d'améliorer la concentration lorsqu'on réalise la tâche. Parce qu'on sait qu'on a un moment spécifique, c'est-à-dire 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, peu importe, et on doit, entre guillemets, tout donner pour délivrer la tâche qu'on s'est donnée. Alors que lorsqu'on a simplement un magma de tâches informes qu'on doit réaliser, qu'on ne sait pas vraiment où on en est, pourquoi, alors oui, on peut barrer, mais il n'y a pas ce temps qui est le vrai critère qui nous met une pression saine tout au long de la journée. Voilà. Encore une fois, structuré, encore une fois, mais parce que c'est effectivement, hein, le cerveau humain, plus tu lui donnes un temps long pour faire les choses, plus il va prendre le temps de le faire ou procrastiner jusqu'à le moment où il aura plus le choix de le faire. Donc effectivement, se mettre des tâches, voire les découper pour avoir des plus petites tâches aussi pour que ça semble plus accessible. Il y a plein de techniques comme ça, effectivement, qui peuvent fonctionner sur notre productivité. Et plus on va être aussi dans ces cadres-là de productivité, de travail, d'objectifs clairs, plus ça va être facile de ne pas tomber dans de la procrastination, dans des distractions et dans des envies comme ça de fuir la tâche qu'on a à faire. Donc la rendre, effectivement, c'est des super conseils, la rendre plus accessible, plus sizée, plus lui mettre un cadre, un délai, c'est super. Je voulais juste qu'on revienne sur la notion de deep work. Je pense qu'il y a peut-être encore 2-3 trucs qu'on peut expliquer là-dessus parce que là, on s'est focalisé sur le fait que les écrans, effectivement, c'est énormément de distractions. On a parlé du fait que voilà, il y a plein de possibilités de les bloquer pour pouvoir atteindre ce deep work et des moments de concentration et de travail dédiés. On a parlé du temps vie pro, vie perso, mais voilà, je voulais revenir un petit peu sur cette concentration. Donc le deep work, la concentration profonde. On parle aussi de flow de temps en temps, et donc qui sont des concentrations qu'on atteint dans des moments où on ne se laisse pas distraire. Ou c'est une concentration aussi, et c'est ça que je tenais à rappeler, et je vais te laisser compléter. Mais c'est une concentration qui est agréable, qui est bénéfique pour nous, qui n'est pas subie, qui n'est pas complexe, qui n'est pas fatigante. C'est une concentration qu'on atteint quand la tâche n'est ni trop complexe ni trop facile.
et qu'on va être vraiment dans cet état où on va se dire oh ça fait déjà 1 heure que je suis sur ce sujet parce que on est dans un état où plus rien n'existe autour et on est très très absorbé par notre tâche. Et ça c'est une concentration qu'on atteint de moins en moins en se laissant distraire, qui est de plus en plus difficile à atteindre aussi si notre cerveau a tendance à avoir pris le réflexe de s'auto-interrompre pour avoir envie de checker son téléphone. Mais c'est quelque chose qui est à la fois bon pour votre travail et votre productivité, bien sûr, mais aussi pour votre bien-être, pour votre estime de vous-même, parce que on sort de cette session en se disant waouh, j'ai été super productif, j'ai bien travaillé, je suis fière de moi, quoi. Donc voilà, je voulais réaborder cette notion parce que finalement tous les conseils que tu as donnés jusqu'ici, c'est pour atteindre ça, en fait, c'est pour atteindre cette productivité, ce bien-être aussi dont tu parlais au début de l'épisode. Parce qu'on a bien travaillé, qu'on a avancé dans nos objectifs et qu'on est fiers de nous. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter sur ce deep work et sur ces bénéfices que ça peut apporter? S'il y a une chose, en tout cas, que je peux transmettre ou que j'aimerais transmettre, c'est vraiment, vraiment que les gens puissent lire Deep Work. Donc je vais essayer de prendre 30 secondes à 40 secondes pour le synthétiser parce que ce livre a vraiment changé et il fait partie des 2 éléments qui ont permis cette épiphanie. Et ce chemin que j'ai pris, c'est Cal Newport part du constat suivant. Dans un monde où l'information est reine, parce qu'on parle de quaternaire, appareil tertiaire, parce qu'on traite de plus en plus d'informations, ceux qui ont une bonne capacité de concentration sont les plus à même de produire un travail de qualité. Et la deuxième partie du bouquin, c'est vraiment, et tu viens de le dire, c'est pour ça que je prends le temps de l'expliquer, il explique comment la concentration est un chemin qui mène également vers le bonheur. Il explique neuronalement, il explique psychologiquement, il explique même philosophiquement, et donc ensuite il vient donner des moyens pour y parvenir. Mais c'est ce que tu as dit, et c'est ce que j'aimerais vraiment que les gens retiennent, c'est que cette capacité de concentration, c'est un super pouvoir vraiment en termes de productivité et en termes de bonheur, d'estime de soi lorsqu'on est au travail, vraiment lorsqu'on est dans cette bulle. Et encore une fois, il n'y a pas besoin d'appeler tous les scientifiques à notre rescousse, il suffit juste de se remémorer ces moments où on a été dans un moment de concentration, où on a eu 45 minutes, 1 heure ou peu importe, où on était absorbé dans la tâche, on a vraiment avancé, et lorsqu'on a terminé, waouh, ah, j'ai fait tout ça, que ce soit écrire du code, écrire un post, faire un dessin si on est artistique, sur de la créa, et c'est vraiment, pour reprendre une analogie, vraiment ce petit champignon que Mario Bros peut prendre, ou ensuite, ou cette petite étoile, ce super pouvoir qu'il a, et c'est juste magique. Genre, quand on arrive à mobiliser une grande capacité de concentration et donc d'être en flow, c'est magique, c'est juste magique. Et ce serait dommage justement de s'en passer et de subir ces distractions incessantes tout au long de la journée. C'est se priver effectivement de ce petite étoile un peu dopante, ce petit shot de bonheur pour avoir plein de micro-shots de plaisir qui sont souvent assez décevants en général et qui n'apportent pas du tout la même satisfaction, le même bien-être sur le long terme. Et donc effectivement, ça vaut le coup d'explorer toutes les astuces que tu nous as données, de mettre plus de cadres, c'est des choses qui peuvent paraître un petit peu ennuyantes ou alors on se dit ce serait bien que je le fasse et puis on se met pas en situation, mais quand on voit tout ce qu'il y a à gagner derrière, effectivement, ça vaut le coup de se re-questionner et c'est sûr que petit à petit, en mettant bout à bout les différentes astuces et en changeant progressivement sa manière de travailler, on va atteindre plus de satisfaction, plus de bonheur, plus de self-esteem. Et là, on avait un épisode très productivité, travail, etc. Mais on l'a bien prouvé parce que finalement, assez facilement, on a digressé sur aussi la vie personnelle, etc. La concentration, la productivité, c'est des notions qui peuvent apparaître dans la vie en général. Et on peut atteindre le flow en s'occupant de son jardin, on peut atteindre le flow en cuisinant pour ses amis, etc. Donc, c'est des notions finalement qui sont aussi applicables de manière générale à son quotidien. C'est super. Je pense que les auditeurs vont sortir de cet épisode bien boostés. Est-ce que pour conclure, tu aurais un challenge à proposer aux auditeurs? C'est la question signature du podcast. Un challenge, un truc concret à faire qu'ils puissent faire directement en sortant de ce podcast dans la journée ou dans la semaine pour un peu mettre en place ce qu'on a dit en fait dans cet épisode. Pour moi, le challenge, il est super simple. C'est de se prendre un moment, soit demain, soit dans la semaine, justement, où il y aura zéro distraction. C'est-à-dire que le téléphone sera vraiment mis dans la pièce à côté. On aura coupé peut-être même le réseau Wi-Fi pour ne pas avoir la tentation d'aller sur Internet. Et donc de préparer en amont ce qu'on doit réaliser.
décomposer la tâche peut-être en 2-3 sous-éléments et de voir ce que ça donne à l'épreuve des faits. Moi, je suis convaincu que les auditeurs, en tout cas ceux qui vont écouter le podcast, vont apprécier ce moment. Et le seul petit élément que je pourrais donner pour terminer, c'est ne pas forcément voir trop important au début, parce que, en effet, tu l'as très bien dit, la concentration, c'est un muscle, ça se travaille, et donc dans nos environnements, on a souvent perdu l'habitude d'avoir cette concentration. Donc on peut commencer sur un format de 30 minutes ou de 45 minutes, et si on arrive à être concentré sur cette première période, on pourra augmenter progressivement, mais vraiment de tester un moment de totale concentration en coupant toutes les distractions et de voir ce que ça donne. Voilà. C'est parfait. Merci beaucoup Hubert pour tous tes conseils et tous tes éclairages. C'est très généreux comme épisode, tu nous as donné plein d'astuces à explorer, donc j'espère que les auditeurs ressortiront aussi motivés que moi à reprendre leur productivité en main et à atteindre le deep work dans les temps qui vont arriver. Merci beaucoup. Super, avec grand plaisir Lorraine, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet échange avec Hubert de Saint-Louvent. J'espère qu'il vous a donné de la motivation, l'envie de reprendre en main votre productivité, votre concentration, et surtout de préserver cette ressource, de la nourrir, même de la faire progresser, cette ressource de concentration qui, vous l'aurez compris, peut vous apporter énormément de bien-être, de confiance en vous et de qualité de vie d'une manière générale, et pas forcément que dans votre travail. Maintenant, vous connaissez l'importance des pauses, vous connaissez l'importance de se concentrer et surtout, vous avez eu, grâce à Hubert, plein d'outils, plein de références pour vous créer votre espace sur mesure, pour améliorer votre environnement et faciliter votre concentration, que ce soit en bloquant des applications ou en trouvant des ressources pour s'aider à se concentrer, comme la musique ou changer d'environnement. Comme d'habitude, toutes les informations et toutes les ressources citées dans l'épisode par Hubert et par moi-même vont être listés dans la description de l'épisode et vous pourrez tout retrouver. Et si vous en voulez plus, et je ne peux que vous comprendre, Hubert de Saint-Louvent est aussi le fondateur de Deep Focus. Il intervient en entreprise pour aider les salariés à adopter des habitudes digitales saines, et cela permet de regagner du temps, de booster leur productivité et d'améliorer leur bien-être. Que des bonnes raisons de faire appel à lui. En parallèle, il accompagne aussi des cadres dirigeants à gagner 2 heures par jour via un programme individuel d'1 mois. Si vous voulez obtenir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site internet deepfocus.hubertdesaintlouvent.com. Encore une fois, vous retrouvez toutes les informations en description. Sur ce, merci pour votre écoute et je vous invite à faire le challenge proposé par Hubert en vous octroyant un moment sans aucune distraction pour expérimenter la concentration profonde, le Deep Focus. Merci encore d'avoir écouté cet épisode. La saison 2 du podcast Et si tu posais ton tel, je le rappelle, c'est un rendez-vous tous les premiers mercredis du mois pour un épisode avec un expert et un rendez-vous tous les premiers dimanches du mois pour une capsule solo plus spontanée et plus courte, juste entre vous et moi. Je vous dis à bientôt et en attendant, bonne déconnexion!